Eh bien, bonjour à tout le monde, ravi d'être ici après 4 jours dans cette ville étonnante où les gens sont absolument adorables partout et très souriants, ce qui change un peu de Paris des fois. Et, et c'est assez frappant, hein. Et bon, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet sur lequel j'ai très longtemps travaillé, qui est le temps. J'ai donné 2 années de cours entiers au Collège de France et je vais, dès que je peux, commencer un livre où il va y avoir plus de choses que je vais vous raconter, que ce que je vais vous raconter, mais ça va y être aussi. Et je pense que c'est un sujet magnifique depuis la nuit des temps et que il y a beaucoup plus de choses à dire que ce qu'on dit d'habitude. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que la vision classique du temps, c'est énormément de livres de physique sur le temps, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du tout de même nature, mais qui sont profondément de la même nature, mais pas du tout du même esprit. Alors, vous voyez, l'agenda va être assez long, mais chaque chapitre n'est pas très long. Et on va commencer par pourquoi on s'occupe du temps en informatique. L'importance du temps en informatique. Alors, en fait, dans l'informatique classique, on ne s'en occupe pas. Si vous apprenez à programmer, on ne vous parlera jamais du temps. Il n'y a rien dans les langages de programmation qui parle du temps. Pourtant, le temps est partout. Et en fait, la gestion du temps, elle est complètement essentielle dans énormément d'applications. Et on va voir lesquelles, et on va voir comment on parle du temps en informatique et comment justement on calcule sur le temps et qu'est-ce que ça veut dire le temps. Ça, vous allez voir que ça ne veut pas dire la même chose que ce que vous connaissez d'habitude. Voici quelques applications. Les circuits. Les circuits électroniques, c'est quand même ceux qui font l'informatique, c'est la machine, qui ont fait des progrès tellement gigantesques, j'ai dit la dernière fois que le premier avait 2400 transistors, le premier microprocesseur. Maintenant, on est plutôt dans 24 milliards, donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais les circuits sont des choses dans lesquelles le temps joue absolument un rôle crucial. Et les systèmes sur puce, ça veut dire que dans un ordinateur de téléphone, dans un circuit de téléphone qui est grand comme ça, eh bien, vous avez en fait des dizaines de circuits différents qui vont travailler à des fréquences différentes, avec des temps qui sont même plus réguliers, des horloges irrégulières qui vont changer, qui vont s'arrêter, repartir, etc. Les systèmes cyberphysiques, c'est tout ce qui est relié entre tout ce qui relie l'informatique et le monde physique. Ça peut être des freins de voiture, le moteur de la voiture, les avions. J'en ai parlé la dernière fois, j'en ai parlé un peu. Il y a à l'heure actuelle à peu près 50 milliards d'objets informatisés connectés. Il y en a beaucoup plus d'objets informatisés. Il se fait 80 milliards de microprocesseurs par an et à peu près 78 sont dans les objets. Et là, pratiquement partout, le temps est essentiel. Synchroniser mondialement les ordinateurs, c'est une très grande aventure dont je vais parler. Les ordinateurs sont synchronisés à quelques millisecondes et ils le seront peut-être bientôt à quelques microsecondes et c'est très très important. Les bases de données qui connaissent le temps, je vais en mentionner un peu. Simuler les systèmes physiques, vous savez que par exemple les astronomes qui ne peuvent pas tellement faire d'expériences au laboratoire, du genre faire exploser une étoile ou trucs comme ça, ils font ça sur machine. Un astronome passe l'intégralité de sa vie maintenant à travailler sur ordinateur. Et ils vont quand même au Chili pour se balader parce que c'est joli, mais ils n'ont rien à y faire de très précis, souvent. Le son et la vidéo, alors le son et la vidéo, ça parle évidemment du temps. Le son, les musiciens sont les artistes du temps. Donc la composition et l'interprétation musicale. Et puis des sujets que je ne vais pas traiter ici, mais qui sont absolument fondamentaux. Vous avez des horloges pleines de cerveau. Et le temps joue un rôle absolument fondamental dans toutes les opérations du cerveau. Ça commence à être un peu compris, mais le cerveau, c'est plus dur à comprendre que nous, ce qu'on fabrique avec nos petites mains. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais par exemple, je pourrais vous raconter des histoires de pourquoi le temps joue un rôle essentiel dans la représentation de l'espace dans le cerveau. Et pourquoi c'est un excellent moyen de ne pas manger d'énergie. Alors voilà un circuit du XXe siècle, on va commencer par les circuits. Voilà un circuit du XXe siècle, donc c'est un Motorola 68000, un des circuits les plus célèbres de l'histoire, qui fait à peu près 68 000 transistors. Et vous voyez, c'est une bête, on arrive à voir ce qu'il y a dedans. On voit là, il y a des blocs de mémoire, là c'est plutôt le calcul, là les entrées-sorties. Quand on est habitué, on comprend ce qu'il y a dedans. Bon, c'est simple comme objet, il y a une horloge unique, c'est-à-dire que ça va faire une instruction à chaque cycle, à chaque coup d'horloge. Et cette horloge ne va pas vite. Mettons, elle bat à 10 MHz, c'est-à-dire 10 millions de fois par seconde. Maintenant, les horloges sont plutôt du genre entre 1 giga et 10 gigas au maximum
donc 1 milliard et 10 milliards de battements par seconde. On n'arrive plus à les faire s'accélérer parce que pour que l'horloge va vite, il faut que le voltage dans le circuit soit important. Mais l'énergie dissipée, c'est le carré du voltage. Et si on met des horloges rapides, à l'heure actuelle, la chaleur à l'intérieur du circuit est à peu près la même que dans un cœur de centrale nucléaire. Donc les composants du circuit n'aiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans votre téléphone, quand vous téléphonez, les microprocesseurs qui sont, pas quand vous téléphonez, quand vous regardez Internet, les microprocesseurs qui sont dedans chauffent très très vite. Et souvent, par exemple, au bout de 5 secondes, on les arrête. Heureusement, il y en a plusieurs et on bascule les calculs de l'un à l'autre. Très compliqué. Donc à cette époque, on n'avait pas ça. Maintenant, voici un système sur puce tout petit, hein, c'est beaucoup plus gros que ça en fait. Là, vous avez plusieurs microprocesseurs, là, il n'y en a que 3, maintenant vous avez beaucoup plus, mettons 8. Et puis des tas de composants qui font la radio, l'accélération graphique, le son, etc. Et donc ces horloges à l'intérieur sont multiples, il y en a plein. Elles sont irrégulières, parce que le travail d'un circuit moderne, ça consiste à se ralentir le plus possible pour ne pas consommer d'énergie, surtout quand c'est sur pile. Il ne faut pas bouffer la pile, c'est la loi. Et pour ne pas bouffer la pile, il faut calculer plus doucement. Donc, il y a des choses où il faut aller vite, puis des choses où il faut aller doucement. Ce n'est pas la peine de produire la musique plus vite que la musique. Donc, on essaye de faire ça le plus doucement possible. C'est très compliqué. Et puis, les circuits sont des objets tellement gigantesques que les tester, ça coûte horriblement cher. Et on ne peut pas attendre d'avoir fait le circuit pour le tester. Pourquoi? Parce que la partie la plus dure, c'est le logiciel, dans tous les circuits. Votre téléphone comprend à peu près 100 millions de lignes de programme. 100 millions de lignes, hein, qui ont toutes été écrites par des hommes. Hein, donc, vous voyez, c'est une industrie gigantesque. Et on ne peut pas. Donc, il faut mettre au point le logiciel sur des simulateurs de très haut niveau du circuit qui comprennent un peu le temps, mais pas trop. Avant, on le faisait sur des simulateurs exacts du circuit des transistors. Maintenant, c'est complètement impossible. On fait ça sur des simulateurs de haut niveau. Et la société la plus en avance dans le monde est ST Microelectronics, qui est donc franco-italienne. C'est à peu près la seule chose qui nous reste en Europe. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop vous en parler, mais je vous montrerai quand même les principes. Alors l'Internet des objets, vous voyez, j'ai mis ici que des vieux objets. On vous parle souvent des montres connectées et tout. Moi, je ne suis pas prêt d'avoir ça. Je vous parle des vieux objets, vous voyez. Un avion, un satellite, des trucs qui existaient il y a longtemps. Un instrument de musique, une voiture, un appareil photo. Tout ça, maintenant, ce sont des objets algorithmiques. J'ai fait dans mon bouquin, je parle beaucoup de la photographie, l'hyperpuissance de l'informatique, je parle beaucoup de la photographie, parce que c'est un exemple assez fabuleux de transformation totale de quelque chose qui était fait par la physique et la chimie en quelque chose où pratiquement tout est fait par les algorithmes. C'est la même chose pour l'imagerie médicale. Il y a de la physique, bien sûr. Mais si vous pensez que dans une IRM ou dans un scanner, l'image vient de la physique, c'est complètement faux. L'image vient des algorithmes qui sont faits pour prendre les données très compliquées que donne la physique et très, très bruitées que donne la physique. Donc voilà. Donc ça va se généraliser. Il y a le télétravail ici. Même les vélos ont pas mal d'ordinateurs maintenant pour changer les vitesses, pour évidemment la localisation et tout ça. Alors bon, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a beaucoup de promesses, mais beaucoup d'illusions. Puis il y a les trous de sécurité qui sont vraiment sérieux là-dedans, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois. Alors, ces systèmes ont pas mal changé en l'an 2000. L'an 2000 est vraiment une charnière dans l'informatique. Avant, c'était de l'informatique facile. Maintenant, ça devient dur. Facile, enfin ça n'a jamais été très facile, mais bon, on comprenait ce qu'on faisait, maintenant ça commence à être plus vrai. Par exemple, Linus Torvald, l'auteur principal et le créateur de Linux, un des systèmes les plus performants au monde, dit maintenant qu'il ne comprend plus tout le système et que plus personne ne comprend tout le système. Alors, au XXe siècle, c'était des systèmes assez compacts. Par exemple, dans une voiture, vous avez des freins, vous avez la direction, la suspension, c'était des systèmes indépendants, ils ne se causaient pas. Donc, chacun avait son temps. Ils travaillent tous avec le temps. Hein. Gérer un moteur, c'est gérer des nombres de tours par minute, des injections très précises, des allumages temporellement très précis. Mais ils ne se parlaient pas. Et maintenant, c'est très différent parce qu'ils se parlent. C'est-à-dire, par exemple, quand ça commence à apparaître, mais ça se généralisera, quand vous tournez, la voiture spontanément se penche à l'extérieur du virage. Ça, c'est complètement idiot. Il vaut beaucoup mieux qu'elle se penche à l'intérieur du virage pour les passagers et la stabilité. Et ça, on peut le faire, mais il faut coupler très soigneusement les freins, la direction, le moteur et tout ça. Là, ça pose des tas de problèmes parce que les temps que manipulent ces objets ne sont pas comparables et le réglage d'un moteur et le réglage d'un frein, ce n'est pas du tout à la même échelle.
Pourquoi est-ce qu'on freine avec des ordinateurs? C'est très simple. Il faut éviter de bloquer des roues quand on freine. D'accord? Alors un homme est incapable de faire ça. Puis par ailleurs, comme les 4 roues ne sont pas sur les mêmes surfaces, il ne faut absolument pas freiner pareil les 4 roues. Mais je vous laisse essayer de freiner avec 4 pédales et vous reviendrez me voir. Voilà, donc un ordinateur fait ça sans aucun problème, grâce à quelque chose qui s'appelle la théorie du contrôle et son implémentation par l'informatique dite temps réel, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mais dedans aussi, avant, il y avait dans les voitures, il y avait des réseaux qui ne connaissaient pas le temps. Donc le frein dit, comme Internet. Internet ne connaît pas le temps. Hein. C'est pour ça que la vidéo, ça ne marche pas bien. Sauf si vous avez une ligne super haut débit, elle ne marche pas bien, et que Skype et tout ça, ça ne marche pas bien, parce qu'il n'y a pas de temps. Donc quand vous envoyez un message, il arrive quand il a envie, s'il a envie. Et faire de la vidéo avec ça, c'est pas facile. Même avec toutes les astuces qu'on fait en ce moment, c'est pas facile. Donc dans les voitures, maintenant, on met des réseaux qui comprennent le temps, dont les prototypes ont été faits à Vienne, dans l'équipe de Hermann Koppetz, etc. Puis il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que piloter une voiture, c'est pas tout à fait comme faire un jeu sur ordinateur. Donc, dans tous ces systèmes, comprendre et gérer le temps de façon optimale, c'est vraiment indispensable. Alors, regardons le problème de la synchronisation mondiale des ordinateurs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Et c'est un très grand projet coopératif mondial. Vous savez qu'en informatique, on aime beaucoup les projets coopératifs. Par exemple, Linux, ce système d'exploitation, est un système qui est fait par des milliers de gens à travers le monde qui coopèrent et dont le code, l'ensemble des programmes est disponible en source à qui veut pour le lire, le corriger, etc. et disponible gratuitement. Donc c'est des projets comme ça, on ne pouvait pas les faire avec l'informatique parce que ces gens sont complètement répartis dans le monde. Et c'est très embêtant de ne pas avoir le temps en informatique. Par exemple, quand on compile Linux, compiler, ça veut dire traduire les programmes de code source, mettons C, dans les langages machines. Cet objet fait des dizaines de millions de lignes de code. Donc si on le fait faire à un ordinateur, on n'y arrive pas. Mais si on le fait faire à plusieurs ordinateurs, on peut faire compiler des bouts par des ordinateurs différents. Mais là, il y a un problème de synchronisation très dur qui est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un change quelque chose quelque part? Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut prendre dans les différentes parties? Et la seule bonne solution pour ça, c'est de synchroniser les ordinateurs. Et synchroniser les ordinateurs, ça se fait. Alors, il y a plusieurs sortes de protocoles. Il y a PTP, je ne vais pas vous montrer, mais c'est assez simple, PTP. Vous avez une fibre optique. Typiquement, c'est comme ça qu'on fait. Et là, vous profitez d'un chercheur très intéressant qui s'appelle Einstein, qui vous a expliqué que la lumière va dans le même sens. C'est plutôt Michelson et Morley, d'ailleurs, qui ont constaté que la lumière va dans le même sens, va à la même vitesse qu'on la passe comme ça ou comme ça. Et donc, vous envoyez un signal. Vous avez une heure très précise de votre côté. L'autre a aussi une montre très précise, mais elles ne sont pas accordées. Donc, vous envoyez un signal, l'autre avec l'heure exacte à laquelle vous l'avez envoyé, ce qui est dur. L'autre la reçoit et ensuite va renvoyer un accusé de réception avec l'heure exacte avec lequel il va l'envoyer. Puis en faisant des soustractions assez bien, il faut être soigneux, eh bien on arrive à recaler les deux horloges. Mais recaler une horloge, c'est pas simple. Hein. Par exemple, si vous retardez une horloge, vous faites disparaître du temps. Et ça, en informatique, c'est très dangereux. Donc on recale toujours progressivement les horloges. Par exemple, vous savez que de temps en temps, à cause du fait que la Terre ralentit sa rotation, autour du Soleil, on rajoute une seconde. On fait ça soigneusement à 3 heures du matin, le 1er janvier, pendant que tout le monde dort, ou est bourré, parce que ça permet de ne pas trop faire d'ennui. Mais ça veut dire qu'on a 2 secondes qui ont exactement le même nom. Et ça a tué pas mal de systèmes informatiques. Hein. Bon, alors, donc avec PTP, on fait ça. Mais NTP, ça marche sur Internet, Network Time Protocol. Là, ce n'est pas du tout pareil, parce que donc là, dans PTP, on profite du fait que le temps de propagation est garanti, on sait combien il est dans les fibres, et on arrive par exemple, pour les accélérateurs du CERN, ils arrivent à synchroniser à 70 picosecondes sur des kilomètres. Et si vous vous rappelez des neutrinos dont on se demandait s'ils allaient plus vite que la lumière, c'était simplement un faux contact dans une fibre. Juste un faux contact dans une fibre qui faisait que la lumière prenait un grand coup quand elle traversait ce faux contact, puisque la lumière, ça dépend du matériau, comme a dit Descartes, et ça suffisait. Ça suffisait à penser que
Bon, donc les physiciens sont sérieux. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand on envoie, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'envoyer des paquets dont on ne sait pas combien de temps ils vont mettre. Et donc, il faut faire des mesures en permanence de la qualité du réseau, et il faut faire une étude complètement statistique, et en tout ça, en ne chargeant pas du tout les machines. Hein, le problème, c'est qu'il faut synchroniser en permanence, mais dès que vous mettez votre ordinateur sur Internet, vous faites ça. Vous lancez, mais à très bas bruit, ça coûte rien, ça coûte très peu, mais c'est très difficile à faire, c'est très malin. Et puis, il y a un gros problème de sécurité, parce que si vous cassez le temps dans les ordinateurs, si un hacker casse le temps dans les ordinateurs, c'est vraiment pas bien pour des tas de choses. Donc, la moitié du protocole, c'est la sécurité, plus de la moitié même. OK. Alors, c'est vraiment ça, c'est un très grand travail de gens extrêmement différents les uns des autres, des physiciens, des administrateurs, des informaticiens, etc. Alors, qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pas du tout là. Eh ben voilà, j'ai pas pris les bons transparents, mais c'est pas grave. J'y reviendrai tout à l'heure. Ici, on a des bugs de temps, j'en ai parlé la dernière fois, des petites erreurs de temps qui font des choses des fois dramatiques, comme l'accident de Daran, où c'était un problème du temps dans le calculateur qui a permis au Scud d'atterrir sur la caserne et de tuer 28 personnes et d'en blesser gravement 98. C'était un problème de temps. Alors, le temps, donc, il faut comprendre, on a vu que ça servait à beaucoup de choses, mais maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'on en parle. Eh bien, nous, on en parle très mal, mais j'adore le langage du temps. J'ai écrit pas mal là-dessus. C'est un langage qui est très paysan, déjà. Donc, on parle de la nuit des temps. Ça, c'est plus que paysan, c'est universel. Le bon vieux temps, le bon temps. D'accord, ça, c'est classique. Ça se mesure en bout et en bon bout. OK, c'est à peu près la seule unité de temps qui a du sens. C'est assez personnel. Par exemple, on dit « je prends mon temps, mais s'il vous plaît, ne prenez pas le mien ». OK. Donc le temps, on en a une perception extrêmement biaisée, qui n'est pas du tout régulière d'ailleurs. Hein. On va voir. Puis c'est très agricole, hein, sur le champ, à tout bout de champ. C'est très dur à expliquer aux enfants, ça maintenant, parce qu'il faut leur montrer un laboureur. Et ça ne devient pas très facile. Même ici, où il y avait beaucoup de laboureurs, ce n'est pas quelque chose de simple de trouver des laboureurs. Et quand les poules auront des dents, pour signifier l'infini, d'accord, il y a d'autres versions dans les autres langues. Donc c'est une langue fleurie, très agréable, surtout en français, mais qui est d'une imprécision redoutable. En plus, c'est vraiment bizarre comme langue, parce qu'on dit, par exemple, le temps passe vite. Alors comment est-ce qu'on mesure la vitesse de passage du temps? Eh bien, c'est forcément en secondes par seconde. Donc le temps passe vite, c'est-à-dire, par exemple, il passe 1,2 secondes par seconde. Donc c'est un nombre sans dimension au sens de la physique. Le temps passe vite de combien? 1,2, 2,4, etc. Quand il passe lentement, c'est 0,5, 0,7. Et pourtant, nous, on n'a aucun problème avec ces notions-là. C'est juste que c'est des notions complètement bidons, quoi. Mais c'est des notions de notre cerveau, parce que notre cerveau, il a des temps partout, et quand le temps passe doucement, dans une pièce de théâtre ennuyeuse, ce qui existe, quand il passe doucement, c'est terriblement doucement. Hein. Et puis quand on vieillit, c'est curieux. C'est aussi, le temps passe de plus en plus vite. Donc là, c'est en quoi? C'est en seconde moins 1 au sens des unités physiques. Il passe de plus en plus vite, 1,2 par seconde. D'accord? Donc ces phrases, on ne peut pas les définir, mais on les sent. De longues minutes, moi j'adore ça. Alors, à la radio française, les commentateurs, ça y est, ils sont tous passés, au lieu de dire de nombreuses années, et ils disent de longues années. Alors moi, je leur demande bisextile, parce qu'il n'y a que ça comme longues années, d'accord? Donc cette langue est absolument fascinante, et dans tous les pays. Hein, dans tous les pays, c'est pas la même chose, mais il y a des... voilà. Alors ça m'amène à un autre sujet que je ne traiterai pas, mais qui est maintenant traité en grand par les neurosciences, c'est le sujet de la perception du temps. Hein, et pourquoi est-ce que nous percevons le temps comme ça? Quels sont les mécanismes neuronaux qui font qu'on perçoit le temps comme ça? Alors, il y a un exposé dans un de mes cours, il y a très longtemps, de Virginie von Wassenhof, qui est une chercheuse très brillante qui travaille sur ce sujet à Paris, à Neurospin, qui est un des grands labos de neurosciences. Alors, si on regarde, par exemple, le vocabulaire des durées, je l'adore. Alors, j'ai choisi les courtes, mais vous pouvez prendre les longues aussi. Voilà, vous dites en un éclair, en un clin d'œil, en un rien de temps, sans avoir le temps de dire ouf, en 2 temps, 3 mouvements.
et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, qui est mon expression préférée, et qui est donc vous avez derrière un théorème caché qui est que plus le temps est court, plus la phrase est longue. C'est quand même extraordinaire de dire ça, d'accord? Et c'est très très curieux ce temps. Alors vous avez la même chose pour les temps longs. Hein, les temps longs, vous trouvez la même chose pour les vitesses aussi, avancer d'un train de sénateur, avancer à fond les manivelles. Alors j'ai écrit un ouvrage que vous pouvez trouver sur mon site web, parce que je suis aussi régent de pataphysique, régent d'informatique au collège de pataphysique, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. L'informatique, c'est la science de l'information, et la déformatique, c'est le contraire. Et donc, où j'ai catalogué et analysé énormément d'expressions sur le temps et sur bien d'autres choses. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point nous sommes incompétents pour en parler, et pourtant nous comprenons mutuellement. Mais on ne va pas faire des systèmes mécaniques avec ça. Il faut trouver autre chose. Alors, les physiciens, évidemment, ils se sont occupés de ça depuis longtemps. Pourquoi? Parce que mesurer le temps, c'est nécessaire pour à peu près n'importe quelle expérience de physique. C'est dur, c'est dur. Alors, il y avait des unités proto-physiques qui étaient par exemple la clepsydre. La clepsydre a longtemps servi d'unité de temps. Et si vous lisez les textes romains, les avocats demandent au juge « Donnez-moi une autre clepsydre ». Et donc ici, je fais un exposé d'à peu près 3 clepsydres et demi, parce que la clepsydre, c'est de l'ordre de 20 minutes. Donc, j'aime bien de définir la durée des réunions en clepsydre. Mais la clepsydre, ça a deux problèmes. Un, une clepsydre, c'est un récipient avec un trou. Donc, quand il y a plus d'eau dans le trou, ça coule plus vite que quand il y a moins d'eau dans le trou. Donc, ce n'est pas du tout régulier. Puis, ça gèle. Et puis l'eau calcaire et l'eau pas calcaire, c'est pas pareil. Et puis, bon, c'est très compliqué, la physique de l'eau. Voici le premier système régulé, l'invention de la science de l'automatique, Ctébios, 3e siècle avant Jésus-Christ, en Crète. Vous avez ici la clepsydre, mais pour s'assurer qu'elle est toujours pleine, vous avez un autre réservoir avec un trop-plein qui verse plus d'eau qu'il n'en faut dans la clepsydre. Comme ça, vous savez que le niveau d'eau est constant. Donc c'est le premier système régulé de l'histoire, c'est une clepsydre chronométrique. Mais là, vous voyez, vous avez des traits, vous avez un récipient gradué dessous, et ça vous donne une mesure du temps qui est tout à fait correcte. En Grèce, au pôle Nord, ça marche beaucoup moins bien. Et dans les latitudes nordiques, comme ici, mais surtout en Angleterre, ça marche carrément mal. Sur un bateau, c'est pas terrible. Or, avoir l'heure sur les bateaux, c'est très important, on va voir pourquoi. Alors, il y a aussi le cadran solaire. Donc, voici un de mes préférés, qui est à Saint-Rémy de Provence, typiquement provençal. Il est toujours l'heure de ne rien faire. Et le cadran solaire a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que la durée de l'heure n'est pas la même chaque jour. Et ça, il faut se rappeler que même dans des dates très récentes, même au XIXe siècle, eh bien, il y avait 12 heures. 12 heures entre le lever et le coucher du soleil et 12 heures entre le coucher et le lever du soleil. Il y a eu des tentatives pour dire qu'il y avait 2 heures de taille à peu près constante le matin, 2 heures à peu près constantes le soir, autour de midi, l'après-midi, je veux dire, pour qu'autour de midi, au moins, on puisse comprendre ce qui se passe. Mais on se donnait rendez-vous à midi. À midi, c'est quand le soleil est le plus haut. Pas de chance, c'est ce qu'il y a de plus dur à voir quand le soleil est le plus haut, puisqu'il reste très longtemps presque plus haut. Il est osculateur, on dit en mathématiques. Voilà, donc le cadran solaire, c'est pas mal. D'abord, il faut qu'il y ait dans les pays de soleil, c'est pas partout, et pas l'hiver, partout. Mais par contre, ça peut être extraordinairement précis comme objet. Et voici par exemple un cadran solaire absolument prodigieux qui a été fait dans l'observatoire de Jaipur, qui s'appelle Yanta Mandir, qui est un observatoire astronomique complètement fou. Il faut y aller, il faut aller à Jaipur rien que pour lui. Il y a beaucoup d'autres choses que ça. Donc 1730, et ça c'est l'aiguille, le gnomon du cadran solaire qui fait 27 mètres de haut, en marbre poli. Et là c'est le cadran de lecture. Et là j'ai pris une photo sur un plus petit cadran de lecture, mais vous voyez qu'il est gravé avec une précision diabolique. Et la précision de ce cadran solaire est à peu près 2 secondes. Pourquoi 2 secondes et pas 1? Parce qu'elle est limitée par le diamètre du soleil. Eh oui, le soleil fait une ombre floue parce que le soleil a un diamètre comme ça. Donc on ne peut pas faire mieux. C'est un cadran solaire qui n'est pas facile à trimballer avec soi. Il y a des cadrans solaires de poche, il y a tout ça, tout existe. Mais c'est aussi un endroit très important dans l'histoire parce que c'est la première zone au monde où le sultan a décidé que tout
les villages auraient la même heure et a mis au point des procédures de synchronisation entre les villages pour qu'ils aient tous la même heure. En France, même à la fin du 19e, il y avait 23 heures, je crois, à peu près. Donc les villes avaient toutes des heures différentes. Et ça a commencé à faire des ennuis quand? Eh bien, quand on a commencé à se déplacer un peu vite. Mais avant, il y a eu une grande révolution en Angleterre. Et ça, c'est une révolution conceptuelle majeure. C'est qu'en Angleterre, les clepsydres gelaient, et 1283, c'est quand même assez vieux, et un abbé, au prieuré de Dunstable, a inventé l'échappement. Donc l'échappement, c'est ce qu'il y a dans toutes les montres modernes. Vous voyez, ici vous avez le folio qui tourne, et puis vous avez cette roue dentée, et l'échappement va la faire aller régulièrement dent par dent. Alors pourquoi est-ce que c'est fondamental? C'est parce que le temps est passé de l'état continu de la clepsydre à l'état discret du tic-tac, qui a construit la Suisse en particulier. Ah voilà, le temps est devenu discret. Le temps se mesure par des événements discrets. Et ça, depuis, c'est comme ça. Ça n'a plus changé. Et la notion de mesure du temps par les phénomènes continus a disparu. Alors, le temps est crucial en navigation. Quand les gens ont commencé à traverser les mers, eh ben, il fallait qu'ils sachent où ils sont. Et ça, c'est très dur. La latitude, c'est facile parce que vous pouvez mesurer la hauteur du Soleil. Il suffit d'attendre qu'il soit plus haut, il redescend, ça c'est précis. En bateau, avec un sextant, la latitude, on est super précis. Mais la longitude, ça ne marche pas du tout. Parce que même avec le meilleur sextant du monde, si vous faites 1 seconde d'erreur sur le temps, vous faites 400 mètres d'erreur sur la Terre. Et 1 seconde d'erreur, c'est vraiment pas dur à faire, hein, même maintenant. Donc, problème, les navires amiraux de la flotte anglaise, enfin une bonne partie de la flotte anglaise, a coulé sur les îles Scilly dans une tempête alors qu'ils pensaient qu'ils étaient vers Brest. C'est pas tout à fait à côté. Hein. Erreur de longitude assez violente au nord de Brest. Et donc l'amirauté a dit qu'elle décernait un prix de 20 000 livres à qui permettrait d'avoir une mesure du temps avec un écart de quelques secondes entre Londres et New York, par exemple. Alors, c'était très hors de portée de tout ça. Et il y a là une histoire totalement extraordinaire, l'histoire d'un charpentier qui a développé des pendules absolument pas banales. La première avait, par exemple, un engrenage majeur en bois des îles. Pourquoi? Parce que ce bois est autograissant. La limitation des pendules était les huiles. Ils n'avaient pas d'huile minérale, ils avaient des huiles organiques, et dont la viscosité change complètement avec la température et l'humidité. Et donc, ce bois-là suintait une graisse extraordinairement fine, moléculaire, qui lui permettait d'avoir des frottements constants, etc. Mais c'était un charpentier, donc la Royal Society anglaise a tout fait pour tuer son travail pendant toute sa vie. Casser les pendules, lui de changer les critères à chaque fois qu'il faisait un truc qui marchait. C'est une histoire extraordinaire. Ça finit quand même par un chronomètre qui s'appelle le H4 et le K4. Mais à l'époque, la manière officielle de savoir l'heure sur un bateau, c'était inventé par Galilée, très longtemps avant, c'était de regarder les éclipses des satellites de Jupiter. Ça marche très bien, on peut avoir une heure très précise avec les satellites de Jupiter. En bateau, c'est super pratique. Alors, le capitaine Cook a fait son tour du monde avec 2 choses qui ont changé la vie des marins. Le premier, c'est la disparition du scorbut grâce à la choucroute, qui a complètement fait disparaître le scorbut. Et le deuxième, c'est, il dit, j'étais obligé techniquement par la loi de faire des points sur les satellites de Jupiter, mais heureusement, j'avais la copie K4 du H4 de Harrison, copie faite par Kendall. Voilà. Alors, ça, c'est une histoire, c'est peut-être le plus beau livre que je connaisse en sciences et en découverte. Un livre qui s'appelle Longitude de Dava Sobel, qui est complètement extraordinaire, et en français et en anglais. Il faut vraiment lire ce livre, c'est absolument fascinant, c'est écrit merveilleusement et tout est vérifié dedans. Il faut vraiment lire ce livre. Alors, ce qui a rendu l'heure vraiment indispensable en dehors des bateaux, il n'y avait quand même pas tellement de bateaux, c'est les trains. Il n'y avait pas tellement de bateaux, mais il y avait vraiment beaucoup de trains. Et les trains sont arrivés, et puis au début, il n'y avait pas de signalisation dans les trains. Il y avait voie unique, pas de signalisation. Donc on faisait ça aux États-Unis à l'horaire. Donc voilà, un jour, il y a un conducteur qui avait une montre qui ralentissait trop, et c'est ça qui s'est passé. Donc 14 morts, et puis les gens ont commencé à dire qu'il faut faire de la signalisation ferroviaire.
1853 venait d'être mis au point le télégraphe Morse. Le télégraphe existait depuis très longtemps, les années 1760 en France, ce qui avait donné un avantage militaire considérable à la France, mais ce n'est pas du tout pratique, quoi. Et le télégraphe Morse est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, la France a eu comme première préoccupation de le faire interdire, comme pour Internet avec Transmac, il y a longtemps. Et voilà. Et donc, il a fallu inventer la signalisation ferroviaire, ce qui a été rendu possible par le télégraphe. Et le télégraphe est une des plus grandes révolutions de l'humanité, au moins aussi grande qu'Internet à l'époque, même plus, parce que les messages avec le télégraphe arrivaient en Inde en quelques secondes au lieu d'arriver en quelques mois. Ou en Australie, c'était 3 mois pour aller en Australie, et le temps de transmission d'un message, c'était la minute avec les relais qu'il fallait. Alors, donc l'idée qu'il fallait mesurer le temps et diffuser le temps à tout le monde s'est généralisée dans les années 30. Et donc, vous avez ici quelque chose que les Français ont très bien connu, qui est l'horloge parlante d'Ernest Esclangon, avec des disques et tout, qui était très précise, qui vous donne le temps à centième de seconde peut-être, et qui ensuite a été remplacée par une horloge atomique. Alors, elle existe toujours, l'horloge parlante, vous pouvez l'appeler en France. Et donc, et là, il y a un truc assez intéressant, c'est que dans l'horloge parlante, il y a deux voix alternées pour la parité, une voix de femme, qui est Marie-Sylvie Baird. Au 4e top, il sera 18h41. Et l'autre voix, donc c'est Marie-Sylvie Baird, et l'autre voix, c'est lundi, un inconnu. 10 mars 2014. J'ai pas réussi à savoir son nom. Au 4e top, il Je ne se... sais pas si ça existe encore ici. Ça, vous l'avez toujours en France. C'est rigolo. Alors, plus personne ne sait. Moi, je passe à mes enfants pour les faire rigoler. Alors, les physiciens ont donc inventé les horloges atomiques, qui sont des grandes révolutions et qui ont des précisions absolument redoutables maintenant. Donc, dans les années... Ça, c'est l'horloge qui donne la définition de la seconde. Voilà, une fontaine d'atomes de césium. Bon, je ne vous explique pas comment ça marche. La précision, c'est de 5-10-16. C'est absolument remarquable. On est à 10-18 maintenant. 10-18, ça veut dire une seconde depuis la naissance de l'univers. Et ces horloges sont tellement extraordinairement précises qu'elles ont d'autres usages. Par exemple, si vous prenez deux horloges, vous les mettez à côté l'une de l'autre, elles sont vraiment complètement synchrones. Si vous en bougez une de 20 cm, eh bien vous voyez que celle qui est en haut va plus vite. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas la même gravité, et Einstein a bien montré la relation entre le temps et la gravité, et on peut observer la relativité générale comme ça, on peut la mesurer avec d'autres méthodes aussi. Donc 10-18, c'est hallucinant, et ça a plein de conséquences. Mais en pratique, il y a aussi ça. Alors bien sûr, les GPS un satellite GPS a 4 horloges atomiques dedans, et la seule chose que fait le satellite GPS, c'est de vous envoyer l'heure. Et donc, vous connaissez la vitesse de la lumière. Il faut aussi tenir compte des déviations de la trajectoire de la lumière par la Terre et des satellites pour se synchroniser aussi. C'est pour ça que c'est compliqué, le GPS. Et donc, vous connaissez la distance du satellite. Si vous aviez une horloge atomique dans votre GPS, il suffirait de viser 3 satellites et de comparer les heures pour avoir ça, mais vous n'avez pas d'horloge atomique dans votre GPS, donc il faut prendre 4 satellites pour avoir X, Y, Z, T, et il faut faire de la trigonométrie sphérique, de l'intersection de sphères dans des espaces à 4 dimensions, et faites les petits calculs et vous verrez pourquoi ça bouffe la pile. Alors maintenant, il y a aussi des horloges atomiques minuscules. Donc celle-là, c'est de 17 cm3, 35 grammes. La précision est moins bonne, 5, 10, moins 11, mais enfin... je vais vous dire, ça va vous suffire assez largement pour faire n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça ? Parce que le GPS a un énorme désavantage, il est hyper facile à brouiller. Sur Internet, pour 25 €, vous achetez un petit appareil, vous le mettez dans votre voiture et vous tuez le GPS dans un rayon de 2 km. Donc c'est pas très fiable, ça c'est pas brouillable. Voilà, donc la physique et l'informatique, ensemble, permettent de faire cette synchronisation mondiale du temps. Et dans les téléphones, c'est extrêmement critique parce que les téléphones utilisent des choses de multiplexage par les ondes, par le temps, etc. Le téléphone portable est probablement l'objet technique le plus compliqué jamais fabriqué et d'extrêmement loin. C'est beaucoup plus compliqué qu'un avion. Alors, comment est-ce que les mathématiciens en parlent ? Ah oui, les physiciens,
les physiciens, il y a un mélange dans mes transparents, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Les physiciens, on peut se demander des fois s'ils ne sont pas pataphysiciens quelquefois. Parce que maintenant, la seconde est tellement précise que ça sert à mesurer tout le reste. Avant, il y avait les unités MKSA, mètres, kilogrammes, secondes et ampères. Ben maintenant, voilà, alors, la seconde, ça se définit par ce nombre de fois de transition entre... c'est une définition que plus personne ne peut comprendre. Le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en 1 sur 299 792 458 secondes. C'est ça la définition officielle du mètre. Donc maintenant, quand vous achetez du tissu, il faut dire en secondes et pas en mètres. Hein. Et alors le kilogramme, qui est en train de se définir, sa définition est la plus incroyable jamais inventée. C'est la masse qui subirait une accélération de 2×10-7 mètres secondes au carré lorsqu'elle est soumise par la force entre deux conducteurs parallèles rectilignes de longueur infinie, c'est pas facile à trouver, de section circulaire négligeable non plus, placée à une distance d'1 mètre, donc de ça de secondes, dans le vide, pas facile à faire, à travers lequel passe un courant électrique constant de 6 241, 509, 629, 152, 65, 10 puissance 18 charges par seconde. Donc ça, c'est une définition quand même assez étonnante. Ça veut dire aussi que chez le boucher, il va falloir acheter son steak en millénaire. Et le boucher vous dira, il y en a 200 ans de plus, je vous le laisse. Alors, les matheux, ceci dit, eux, ils ont une autre vision de ça. Ils disent, c'est très simple, nous, on a des nombres qui s'appellent les nombres réels. Et on va faire la flèche du temps, c'est-à-dire la flèche qui va du passé au futur, en supposant que le passé est le même pour tout le monde. Einstein a dit que ce n'était pas vrai. Mais au moins, on peut faire une flèche du temps sur chaque particule. Et on va ignorer ça ici. Donc, vous avez le temps, ça s'appelle T, ça c'est une convention mondiale. Et puis, une différence de temps, c'est delta. Puis, vous avez moins l'infini plus l'infini. Là, ce n'est pas absolument clair, cette histoire. Mais bon, on va faire semblant. Et puis, vous avez des intervalles de temps, fermés ou ouverts, enfin, des trucs de base en maths. Et les événements, ce sont des choses qui ont un nom et qui se passent dans le temps. Et qui se répètent éventuellement. Il y a un événement A qui va se répéter là, par exemple la seconde officielle, c'est comme ça, ou alors le nombre de fois que vous prenez une douche, hein, c'est un événement qui se répète dans le temps. Et puis il y a une notion de simultanéité, ces deux événements sont... donc chaque événement a une date, qui est en mathématiques précise, c'est un nombre réel, et la simultanéité qui dit que deux événements simultanés, c'est deux événements qui ont la même date. Bien. Alors nous, en informatique, ça nous pose un problème extrêmement sérieux. Turing, c'était le papier initial de Turing, maintenant très connu. Ce qu'il a montré, c'est que les nombres réels n'existent pas dans la réalité. Les nombres réels sont des pures inventions de l'homme qui ne sont pas réels du tout. Les physiciens sont d'accord avec ça. Maintenant, la plupart des physiciens pensent que le monde est discret fondamentalement à échelle assez petite. Mais les nombres réels ont un avantage, c'est qu'on connaît très bien leurs maths et leurs maths sont fantastiques. Mais sinon, le mot réel est une usurpation notable. C'est un nom qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, nous, parler des nombres réels, ça nous embête. Turing, ce qu'il a démontré, c'est que les nombres réels ne sont pas calculables. C'est ça le vrai théorème de Turing. Les nombres réels ne sont pas calculables. Donc, en informatique, ça gêne. Mais bon. Puis alors, la question du passé et du futur, j'utilise beaucoup le chat de Guéluc, que vous connaissez sûrement ici, qui est un grand logicien et qui disait, dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. Donc cette phrase a-t-elle du sens ou pas? C'est une question ouverte. Ça veut dire, est-ce que le passé a commencé quelque part ou pas? Et quel est le sens de cette... On sent que cette phrase a un sens, mais on sent aussi qu'elle n'en a pas. Donc tout ça, ça s'appelle des paradoxes, et on va en voir d'autres, et Guéluc les fait merveilleusement, les exprime très bien. Alors, on peut faire autre chose, on peut faire du temps discret. Par exemple, c'est ce que fait une horloge. Quand on passe au tic-tac depuis la clepsydre, c'est ça qu'il fait. Donc on a des instants qu'on peut nommer par des entiers. Ah, les entiers, c'est bien calculable. Tout n'est pas calculable, mais quand même. Et on peut définir des intervalles et on peut définir la simultanéité. Cette notion de temps discret est complètement centrale en informatique. En physique, ce n'est pas clair. Alors, on a un gros problème avec Zénon. Hein. Vous savez, Achille et la tortue, il faut s'interdire de faire un nombre infini de choses temporellement successives en temps zéro. Ça nous embête tout le temps, ça, mais bon, on a pris l'habitude. Zénon, on sait faire. D'ailleurs, la solution habituelle du paradoxe de Zénon n'est pas du tout correcte. On dit, mais oui, ou la flèche qui tourne, elle fait une moitié, donc elle ne touche jamais le but. Les gens disent, mais si, la série converge. Les matheux disent ça, mais ça n'est en aucune façon une solution à ce problème. On pourra en reparler après. Ça ne résout pas du tout ce problème.
Alors, comment est-ce qu'on parle du temps en informatique? Eh bien, on va parler du temps et des événements. Et les événements, ce n'est pas le temps, c'est un peu plus général que ça. Des fois, on peut parler des événements sans parler du temps auquel ils ont lieu. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout le temps. Donc, on va parler à l'aide des logiques temporelles. Il y a une chose qui est claire dans le temps, c'est qu'on a des notions d'avant et après, et en même temps. C'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin. On va faire ce qu'on appelle les logiques temporelles et étudier des notions de précédence et de causalité. Il n'y a pas plus compliqué que la causalité, et je vais vous le montrer. Alors, logique temporelle, voilà l'idée. Supposez que vous prenez une phrase assez bien connue en français, après la pluie, le beau temps. OK. Alors, en maths, ça s'écrit comme ça. Quel que soit le temps t, s'il pleut au temps t, il existe un temps t' strictement plus grand que t, où il y a du beau temps en t'. Bon, n'importe quel élève de 5e, non, mettons de seconde, en France, comprend cette phrase très bien. Simplement, cette phrase est complètement absurde. Ça se lit sans aucun problème, mais ça, il faut être savant. Donc, en logique temporelle, on a dit, est-ce qu'on pourrait revenir à une option non savante et beaucoup plus simple? Parce qu'en fait, t et t' n'ont juste rien à voir avec le sujet. On s'en fout qu'il s'appelle t et t'. Donc, voilà. Donc, en logique temporelle, on va écrire ça comme ça. Carré, pluie implique losange, beau temps. Alors, ça se dit comment ça? Ce sont des phrases temporelles. Temporelle, ça veut dire qu'à chaque instant, quelle que soit la façon dont vous définissez l'instant, chaque phrase est vraie ou fausse. Alors, quand est-ce qu'une phrase toujours, ça veut dire toujours. Quand est-ce qu'une... Bon, pluie et beau temps sont des prédicats qui sont vrais ou faux à chaque instant. Ça veut dire toujours. Donc, quand est-ce qu'une phrase, toujours quelque chose est vrai, c'est à partir du moment où vous débutez cette phrase, eh bien, c'est toujours vrai. La propriété qui est dedans est toujours vraie. Donc, il est toujours vrai que la pluie à un instant implique le beau temps, et ça veut dire un jour. Donc, ça se dit comme ça. Il est toujours vrai que la pluie implique un jour après, enfin, plus tard, le beau temps. Ça s'appelle toujours et un jour, hein, dans notre jargon. Mais on ne sait pas quand. On ne nomme pas t et t'. Donc, ça, c'est très bien. Ça permet d'écrire des formules. Par exemple, quand on veut spécifier ou vérifier le comportement d'un système, c'est devenu relativement standard d'écrire des formules de ce type. Ça a l'air simple, mais alors malheureusement, c'est pas vrai. Alors, pourquoi c'est pas vrai? Il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'implication qui est là est une causalité? Est-ce que la pluie cause le beau temps? Ah, ça se discute, hein. Alors là, on peut passer des heures à discuter de ça. Bon. On va revenir là-dessus. Mais si on prend des formules très simples de la langue française, comme amour un jour, amour toujours, qui est une formule tout à fait connue. Ah, comment ça s'écrit? Eh bien, c'est très facile d'écrire des choses qui ont l'air justes et qui sont fausses. Par exemple, vous pouvez écrire « un jour amour implique toujours amour ». Ça a l'air d'être ça que ça dit. Eh bien non, parce que ça dit « si à partir de maintenant, un jour vous devenez amoureux, alors, à partir de maintenant, vous êtes toujours amoureux. » C'est pas ça qu'on veut dire. Pas du tout ça qu'on veut dire. On veut qu'il y ait quelque part une liaison entre ces deux instants. Alors, c'est pas bon. Donc, on pourrait dire « un jour amour implique un jour toujours amour ». Ça veut dire si un jour vous êtes amoureux, alors un jour vous devenez toujours amoureux. Ça a l'air déjà plus vrai. Mais il y a un petit problème quand même, c'est qu'il n'y a pas de relation entre ces deux instants. C'est-à-dire que vous pouvez être amoureux un jour, amoureux, puis après plus amoureux du tout, puis après vous êtes toujours amoureux. Est-ce que vous acceptez ça ou pas? Dès qu'on parle du temps, on est dans ces ennuis-là. Bon, alors probablement pas. Donc, il est un peu plus malin. Il y a un jour, amour, ce jour-là implique toujours amour. Un jour, phrase, amour implique à partir de ce moment-là toujours amour. Ah, ça c'est déjà mieux. Par contre, c'est des formules, ça n'a pas l'air, mais c'est une formule plus compliquée. Mais enfin, elles disent qu'on va vraiment dire. Si un jour vous êtes amoureux, alors à partir de ce jour-là, vous êtes toujours amoureux. Ça cache quand même d'autres choses, parce qu'on ne vous dit pas si c'est avec le même partenaire, d'accord? Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on écrit très facilement des choses qui ont l'air justes. Avec les t et t', on écrit très difficilement des choses qui sont peut-être plus justes. C'est le choix qui n'est pas terrible. Alors, en plus, c'est un problème. C'est que là, je vous ai donné une vision du temps linéaire. Il y a le passé, il y a l'avenir et tout. Mais la vision du temps, dans notre vie en vrai, dans les systèmes informatiques, elle n'est pas du tout linéaire. Elle est conique. Conique, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'on a le passé, on suppose qu'on le connaît, ou qu'on peut le connaître. Enfin, les historiens savent bien que ce n'est pas tout à fait vrai. On a maintenant qu'elle a, maintenant le présent, c'est le seul truc qui n'existe pas. Par construction, le présent n'existe pas. Ça n'est jamais que le passé du futur ou le futur du passé instantanément. Donc le présent est la seule chose dont on n'aurait pas le droit de parler. Pourtant, c'est la seule chose dont on peut parler. Nous, on ne parle que du présent, toujours. On est incapable de penser sans présent, ou sans se reporter à un présent. C'est un problème de notre cerveau, ça. Alors, là, l'avenir, en fait, l'avenir est ouvert. Donc, on fait des hypothèses sur l'avenir dans tous les systèmes, toutes les analyses. On dit, sachant que j'ai déjà fait A, si je fais B, j'aurai C, si je fais D, j'aurai E. Donc, le temps, il a une forme de cône, pas une forme linéaire. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence entre le linéaire et le cône? Oui, il y en a une absolument énorme. Et on va la voir tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les logiques arborescentes. Vous voyez, parce que c'est une forme d'arbre, le futur, pas une forme de trait. Alors voilà l'exemple décisif qui est dû à Robin Milner, un des très grands du domaine, et qui est bête comme chou. Vous avez une machine à café. Alors il y a deux versions, une fabriquée en Angleterre et une fabriquée en Italie, ou italienne. J'aurais dû mettre italienne là. Alors en Angleterre, c'est une version exportation, elle marche encore à l'euro celle-là. Et vous avez deux boutons café et thé, et deux verseuses café et thé. Donc les deux machines sont capables de vous donner du café et du thé quand vous mettez 1 euro. OK. Mais elles ont une petite différence. C'est que la machine anglaise, vous mettez 1 euro et après, vous pouvez choisir un des deux boutons. OK, café ou thé. Ça va vous verser soit du mauvais café, soit du bon thé. On est en Angleterre. Hein. La machine italienne, elle est beaucoup plus italienne. En fait, dès que vous mettez votre euro, c'est la machine qui a choisi si elle vous donne du café ou du thé. OK? Il y a un des deux boutons qui marche et l'autre qui ne fait rien. Bon, alors si vous regardez, vous êtes d'accord que ces machines ne sont pas vraiment équivalentes à l'usage. Pourtant, si vous regardez ce qu'elles peuvent produire comme séquence, c'est les mêmes. Elles sont équivalentes pour les logiques linéaires parce qu'elles font 1 euro café, 1 euro thé, dans n'importe quelle séquence, elles sont capables de produire toutes ces séquences. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est avoir toujours les mêmes possibilités de futur. Donc les logiques linéaires ne parlent jamais des possibilités de futur, les logiques arborescentes parlent toujours des possibilités de futur. Ces logiques, le rapport entre les deux, il y a des logiques qui savent rassembler toutes les deux, mais les rapports entre les deux sont extrêmement subtils. Et la façon dont les calculs ont fait dans ces deux logiques sont complètement différentes et ça a occupé les gens pendant 30 ans au minimum. Donc dans les logiques arborescentes, ces deux machines ne sont pas équivalentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas on peut faire les mêmes séquences, mais on n'a pas les mêmes interdictions sur le trajet. Là, on atteint un endroit dans lequel on ne peut plus avoir de thé. Dans cette machine-là, ce n'est pas possible. On peut toujours avoir du thé. Donc ça se dit non pas parce qu'on peut faire, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire. Ah, mais le temps, il n'est pas coconique, il est biconique. Vous savez, je suppose que vous avez des amis qui sont comme ça quand ils vont au restaurant, quand ils regardent un plat, ils n'osent pas le choisir parce qu'ils se disent, ah zut, je m'apercevrai après que j'aurais dû choisir l'autre. Hein, c'est très très fréquent. Donc ils voient le temps biconique, c'est-à-dire ils utilisent la phrase temporelle « si j'avais su ». Alors ça tue, hein, c'est très dangereux d'être biconique comme ça. J'aurais dû faire A' au lieu de A, j'aurais eu C sans même faire B, etc. Donc ça, c'est la caractéristique des gens qui n'arrivent pas à choisir. Ils se placent dans le futur où ils peuvent faire la phrase « si j'avais su ». C'est extrêmement dangereux. Moi, je vous donne un algorithme informatique parfait quand vous avez un choix que vous ne savez pas faire. J'ai parlé la dernière fois des algorithmes probabilistes, celui-là est parfait. Vous prenez une pièce, vous dites A, c'est le café, B, c'est le thé. Vous tirez votre pièce, puis vous avez le droit de rejouer. Si vous rejouez 3 fois, eh ben vous prenez l'inverse du résultat de la première pièce. Ça marche absolument parfaitement. Ça résout ce problème-là définitivement. Alors c'est bien, donc on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de logiques temporelles. Maintenant, il y a la précédence et la causalité. Alors, il se trouve que l'informatique et l'histoire ont des points communs. C'est qu'on peut observer des précédences, mais que ça n'explique pas les causalités. Ce n'est pas le même problème. Il y a des précédences causales et des précédences non causales. Et en physique, c'est un problème absolument majeur. En mécanique quantique, par exemple, c'est le problème central. En histoire, déduire les causalités des précédences, je pense que ça occupe pas mal de conflits entre les gens. Et c'est pareil dans tous les systèmes. Donc précéder, c'est assez simple. Et puis, vous voyez, c'est une fonction transitive. Si A précède B et B précède C, alors A précède C. Pas de problème. La causalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Et on va voir ça. Donc peut-être qu'on connaît les précédences que partiellement en plus. Peut-être qu'on ne connaît que ça comme précédence. Il faut analyser des systèmes. Par exemple, sur Internet, très souvent, on ne connaît pas les précédences réelles. Hein, c'est aussi pour ça qu'on synchronise les horloges, c'est pour comprendre les précédences réelles quand on peut. Alors, l'histoire, la biologie et le débogage des programmes, ça vraiment ne peuvent faire que scruter les causalités en observant seulement les précédences. En biologie, par exemple, pour les réactions protéiques dans les cellules, c'est la même chose. On fait de l'histoire. Alors, si on regarde cause, on peut se demander est-ce que la causalité est transitive? Ah, alors là, c'est un très vaste sujet, non résolu. Tout bête pourtant. Si A cause B et si B cause C, est-ce que A cause C? Pour l'application, c'est vrai. Pour la causalité, ça dépend de ce que vous appelez causalité. Je vous en donne un exemple remarquable que je dois à Jean Krivine, un bio-informaticien justement. Il pleut, j'ouvre mon parapluie. Causalité. J'ouvre mon parapluie, je suis sec. Causalité. Il pleut, je suis sec. D'accord? Si c'était transitif, vous pourriez enlever la phrase du milieu. Il pleut, je suis sec, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une des formes de causalité qui s'appelle la knockout causalité en biologie. C'est avec ça que les biologistes travaillent. Mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de formes de causalité. Et donc, il faut être très, très modeste par rapport à ce qu'on appelle causalité. Bien. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, un peu plus dur. On va parler des trois façons de gérer le temps. La première, c'est l'asynchronisme. On ne va pas avoir de rapport temporel entre les choses qu'on fait. C'est Internet. Vous avez juste le délai. Internet, vous envoyez un mail, il arrive quand il arrive, s'il arrive. C'est ça, asynchrone. Alors, asynchrone, c'est extrêmement fréquent. C'est quand vous n'avez pas de relation temporelle avec quelqu'un ou quand, dans un système informatique, il n'y en a pas, comme Internet, vous ne pouvez rien déduire d'Internet sur le temps que ça va mettre. Alors, statistiquement, mais pas pour chaque paquet. Alors, on peut quand même faire des choses extraordinaires avec l'asynchrone. C'est ça qui domine l'informatique, malheureusement, parce que c'est très, très compliqué. C'est extraordinairement compliqué de gérer les systèmes asynchrones. Alors, on a quand même inventé un formalisme avec des amis qui est tout à fait extraordinaire. Un papier d'une simplicité redoutable qui a donc été refusé par l'ensemble des référés avant de devenir un grand, grand standard du domaine. Pourquoi il a été refusé? Parce qu'il était bête comme chou de Bruxelles et qu'être bête comme chou, c'est absolument fondamental en sciences. Et donc, les gens n'ont pas supporté qu'un papier aussi bête comme chou, en fait, résolve des tas de questions. Alors voilà, je l'explique par le crible de Darwin. Le crible d'Ératosthène, pour calculer le nombre premier, je pense que vous le connaissez, vous prenez 2, vous barrez tous les autres nombres. Alors, il faut un truc fini, sinon barrer jusqu'à l'infini, ça prend un peu de temps. Vous barrez tous les nombres, après, vous regardez qui n'a pas été barré. Le premier pas barré, c'est 3. Donc, vous barrez tous les multiples de 3, vous regardez le premier pas barré, c'est 5. Après, 7, et comme ça, vous trouvez les nombres premiers. Ça, c'est plein d'opérations. C'est ce qu'on appelle un algorithme séquentiel. C'est ce qu'on peut faire avec un crayon, ce qu'un mathématicien fait avec un seul crayon. Très bien. Pourquoi un seul crayon dans la nature? Dans nos cellules, il n'y a pas un crayon, il y a des tas de molécules qui interagissent. Donc on veut maintenant, on a des milliards d'ordinateurs sur la Terre, ils vont interagir, on va calculer tous en même temps. Mais comment on les fait communiquer? Alors, regardez la méthode la plus simple de la Terre pour calculer les nombres premiers. Vous ne pourrez pas trouver plus simple. Donc je vais représenter ça par une réaction chimique, ça s'appelle la machine chimique. P, Kp donne P, c'est-à-dire quand un nombre voit un multiple, il le mange. C'est tout. Alors c'est très facile à comprendre après, vous lâchez des poissons dans la mer avec un nombre chacun sur le dos, et puis vous laissez des combats furieux se faire, et la définition du nombre premier, c'est un survivant. Les survivants sont les nombres premiers. Trouver plus simple que ça, on ne peut pas. Alors c'est même assez malin, évidemment, là vous voyez que 4 a essayé d'attaquer 28, mais s'est fait bouffer par derrière par 2, et vous pouvez mettre autant d'exemplaires de chaque nombre que vous pouvez. Un nombre premier, c'est quelqu'un qui est condamné à survivre. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer les nombres premiers de façon plus simple. Donc on s'est fait jeter quand on a fait ça, puis maintenant c'est comme ça qu'on explique Internet aussi. Donc voilà, ça s'appelle la machine abstraite chimique, c'est un papier de 1989. Mais ce n'est pas très pratique, puisque exactement la chose qui manque dans ce modèle-là, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est pour ça d'ailleurs, il est fait pour ça, il n'y a pas de temps. Mais nous, on parle du temps aujourd'hui. Donc, quels sont les modèles qui ont du temps? Il y en a exactement 2 autres. Il y a le modèle synchrone et le modèle vibratoire. Alors, regardez ce que c'est que le modèle synchrone, c'est Newton. Newton dit les planètes
c'est un peu comme la machine chimique, mais tout est instantané. C'est-à-dire, la Terre et la Lune connaissent leur position et leur poids à tout moment. C'est exactement ça, les équations de Newton. La Lune sait où est la Terre sait où est la Lune, et savent toutes les deux combien elles pèsent, et tous les autres astres. Ça, c'est un problème de temps dans la machine. Oh ben. Ah ben ça, c'est extraordinaire. C'est un problème de temps dans la machine, mais un que je n'avais jamais vu. Pourtant, j'en ai vu des paquets. Hein. Alors, on en était là. Justement, on était en train de faire de la musique. Ça va là? Oui. Alors, regardez donc. Ici, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez un orchestre sur la scène. Il y a deux visions du temps là-dedans. La première, c'est, comme chez Newton, l'information se déplace infiniment vite. Quand je vous parle, vous ignorez la vitesse du son en ce moment. C'est vrai. Ça ne vous intéresse pas. Mais l'acousticien qui fait la salle, qui est très différente de la précédente, qui résonnait comme une folle, ici, lui, ça l'intéresse. Donc il y a deux points de vue. Il y a le point de vue, bon, on ne s'occupe pas du temps, ça revient à dire que c'est vitesse infinie ou que c'est temps zéro. Et l'autre point de vue, c'est on va regarder la vibration. La conjonction entre ces deux points de vue est absolument centrale. Moi, j'ai travaillé sur ça toute ma carrière. Alors, pourquoi c'est central? Ben déjà parce qu'il y a quelque chose de magique qu'on est en train de faire en ce moment. C'est que si la pièce est assez petite, la vibration et le synchronisme, en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire, la pièce ici est assez petite pour que vous puissiez ignorer la vitesse du son. Et pour que les musiciens puissent s'écouter. Ça a des limites. Si vous prenez un orchestre, comme dans la symphonie d'Émile de Malheur, vous avez 800 musiciens sur la scène, les musiciens ils sont à 30 mètres les uns des autres. 30 mètres, un dixième de seconde, les musiciens n'ont pas le droit de s'écouter. Sinon, la musique est complètement désynchronisée. Et la musique désynchronisée, ça ne marche pas. Donc comment est-ce qu'on fait? On introduit un palliatif qui s'appelle le chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que le chef d'orchestre utilise comme vibration non pas le son, mais la lumière. Donc les gens regardent le chef d'orchestre qui transmet l'information à la vitesse de la lumière et ignorent le son. Un chanteur ne peut pas se synchroniser sur un autre chanteur. Donc vous voyez, ça peut être assez subtil, mais on va jouer avec ça. L'avantage, c'est que quand ça marche, il n'y a pas plus simple. C'est infiniment plus simple que quoi que ce soit d'autre. On va le voir. Tous les circuits électroniques marchent comme ça. Les circuits dits synchrones, c'est-à-dire 99%. Ici, vous avez un additionneur. Vous avez 3 bits qui rentrent, 0 ou 1, et il sort la somme et la retenue. C'est ça. Alors, comment ça marche, ça? Eh bien, vous allez mettre des voltages. Mettons, rouge, ça veut dire 1, et bleu, ça veut dire 0, comme dans les installations électriques. Vous allez mettre des voltages, et les portes vont mettre, elles, un certain temps à calculer. Par exemple, la somme va sortir au bout d'un certain temps. Cette porte-là, qui est un et, ça c'est un ou exclusif, ça c'est un et, va sortir un bleu. Ça c'est un ou qui sort un rouge dès qu'il a un rouge. Et puis voilà, et là, il y a un rouge qui arrive, donc on peut calculer la retenue, mais il y en a encore une qui n'est pas arrivée, qui arrive après, mais elle ne va rien changer. Donc les fils se propagent en temps prévisible, connu. C'est la vitesse de la lumière dans le matériau essentiellement, plus des freins dans les virages et des trucs comme ça. Mais les électroniciens savent ça. Et donc, ça veut dire que, comme le temps est prévisible, si on regarde le plus long de tous les chemins qui est là-dedans, qu'on appelle le chemin critique, on sait que si on a attendu assez de temps pour que le chemin critique soit stable, à ce moment-là, le calcul est fini. Si on attend, il ne se passera plus rien. Donc, à ce moment-là, on peut prendre le résultat et passer au calcul suivant. Eh bien, c'est exactement ça, dire que votre ordinateur tourne à 1 GHz, qui fait 1 milliard de fois ça par seconde. Et ce qui fait marcher l'informatique, c'est que les électroniciens savent calculer ça avec, évidemment, des algorithmes. C'est très dur, mais ils savent le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a deux visions complètement différentes. On a une vision mathématique qui est très simple. Ici, j'ai une équation, j'ai deux équations booléennes. Et j'ai une théorie des équations booléennes mathématiques dans laquelle il n'y a pas de temps, qui est très simple. C'est une théorie mathématique compliquée, mais il n'y a pas de temps. Et puis, les électroniciens, eux, ils disent... Ah, mais tu sais, mon montage, en un temps que je sais exactement te dire, en une picoseconde, il a calculé les solutions de ton équation qui n'a pas de temps. Eh bien, c'est ça qui fait marcher l'informatique. Et c'est en général peu connu des gens, c'est pour ça que je veux vous le présenter. Donc, la vibration est prévisible et permet de faire semblant qu'elle n'existe pas.
Alors on met une horloge dans les circuits pour faire des calculs à cause de ça. On peut aussi synchroniser mondialement des bases de données distribuées avec ça. Bon, il y a des bases de données qui contiennent des enregistrements avec des temps à l'intérieur. Je ne vais pas trop en parler. On peut faire ça. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai fait sur le temps, parce que ça, je trouve ça très rigolo, puis ça a une importance industrielle majeure à l'heure actuelle. Et au début, c'est comme le papier sur la chimie, mais on s'est fait jeter encore plus violemment. Les gens nous ont dit que tout ce qu'on faisait n'avait pas de sens. Alors, regardez bien, il y a plusieurs idées. La première, c'est le temps multiforme hiérarchique. Vous êtes en train de courir sur une piste de l'athlétisme. Qu'est-ce qu'il y a comme temps? Il y a évidemment la seconde. Et puis, il y a l'heure. L'heure, c'est comme la seconde, c'est juste un multiple. Puis, vous en avez un autre, c'est le matin. Si je vous dis d'aller courir le matin, tiens, ça, c'est pas régulier. C'est un événement irrégulier. L'heure, c'est un événement régulier en termes de secondes, mais pas le matin. Et puis, vous avez les mètres. Les mètres, c'est du temps. Quand je vous dis courir 10 mètres ou courir 10 secondes, est-ce qu'il y a une différence? Pas du tout. C'est simplement du temps qu'on compte en mètres, pas en secondes. Mais c'est exactement la même chose, naturellement. Il y a des tours de piste qui vont faire peut-être une durée constante en mètres, sauf si vous prenez en compte les marées terrestres, où c'est plus vrai, par exemple. Vous avez les pas. Courir 10 secondes, 10 mètres ou 10 pas, c'est pareil. Vous avez les battements de cœur. Vos battements de cœur vous donnent un temps. C'est pour ça, c'est beaucoup à cause des battements de cœur que nous n'avons pas de temps régulier, parce que les battements de cœur, il n'y a pas plus irréguliers. Puis vous avez des crises cardiaques, qui sont une absence de battements de cœur, qu'on espère minimiser. Alors voilà comment on programme dans mon langage STRL, et vous allez voir que ça ne ressemble pas du tout, pour ceux qui ont fait de l'informatique, à ce qu'on fait d'habitude. Alors, slowly, c'est un morceau de programme, et run, ça veut dire exécuter ce morceau de programme. Alors ça veut aussi dire courir, d'où l'astuce. Ça veut dire courir doucement. Si je vous dis ça, vous courez doucement infiniment longtemps. Donc je vais borner le temps. Je vais dire, vous courez doucement pendant 100 mètres. Qui est du temps. Je dis, arrêtez de courir au bout de 100 mètres. OK? Après, je vous dis, bon, très bien, maintenant, pendant 15 secondes, ça veut dire arrêtez de faire l'intérieur au bout de 15 secondes. À chaque pas, vous sautez et vous soufflez en parallèle. Donc vous allez donner, combien de temps dure cette chose? 100 mètres plus 15 secondes, ce qui est tout à fait du temps. Ça ne se mesure pas en secondes, mais ça se mesure en secondes et en mètres. C'est rien de grave. Alors ensuite, vous foncez. Vous allez le plus vite possible. C'est votre programme d'entraînement, ça. Donc vous courez doucement 100 mètres. Ensuite, pendant 15 secondes, vous sautez et vous soufflez. Ensuite, vous allez à fond. Mais vous allez à fond combien de temps? Vous n'allez pas faire ça infiniment longtemps. Donc je vais vous dire, vous refaites ça à chaque fois que vous avez fini un tour de piste. OK? Donc voilà, là, un autre temps qui arrive. Et puis, quand est-ce que vous faites ça? Vous arrêtez au bout de 4 tours. Au bout de 4 tours, c'est fini. Votre programme d'entraînement est terminé. Et quand est-ce que vous devez faire votre programme d'entraînement? Tous les matins. Donc voilà un programme temporel. Alors, vous prenez votre langage préféré, vous essayez d'écrire ça, vous allez voir que vous allez en baver des ronds de chapeau. Alors, c'est nous qui faisons les outils qui permettent de transformer ça en programme classique. Mais ces outils, c'est des mathématiques subtiles. Et puis, il y a un autre truc quand même, c'est qu'il y a une partie un peu délicate, là, cette partie-là où vous sautez, vous courez, c'est un peu dangereux, là, et surtout à mon âge, et donc vous risquez d'avoir des problèmes de cœur. Donc, vous allez monitorer votre cœur, ici, avec un module, et vous allez mettre ce qu'on appelle une trappe, donc une exception, si vous voulez, en programmation, heart attack, ça veut dire si vous avez une crise cardiaque, si on s'aperçoit que votre cœur ne bat pas assez souvent, entre 3 secondes, par exemple, enfin, si c'est un programme du même type, eh bien, vous arrêtez tout ça et vous foncez à l'hôpital, instantanément. Alors, bon, c'est très bien d'écrire ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a bataillé 15 ans pour savoir quoi on en fait. Maintenant, c'est complètement fait. D'abord, on en fait des mathématiques tout à fait extraordinaires et on va donner un sens à ce programme. Et ce sens, il est très simple. Le seul temps qu'il y a dans ce programme, c'est le temps marqué. Il y a de l'administration. Il y a ça qui veut dire passer en séquence. Il y a ça qui veut dire faire en parallèle. Ça qui veut dire reboucler. Hypothèse, toutes ces opérations d'administratif prennent un temps 0. Ce n'est pas comme la sécurité sociale française. L'administration est infiniment rapide. Donc on nous a dit, mais c'est impossible et tout. On a dit, mais on s'en fout, ça fait des très belles maths. Et il se trouve que ces maths permettent de fabriquer des programmes objets dans les langages classiques qui ne ressemblent pas du tout aux sources, mais qui font la même chose, qui est prouvé mathématiquement, et qui sont beaucoup plus efficaces qu'avec n'importe quelle autre technique. Ça, c'est la portée des maths. Voilà. Alors, je ne vous explique pas comment on le met en pratique, mais aussi en pratique, ce qui est important,
c'est que simplement, on va faire des cycles de calcul, comme pour les circuits. Pour les circuits, on avait un cycle électrique, et là, on a un cycle logique. On va lire les entrées, on va calculer la réaction, on va générer les sorties, et puis on va faire un moteur à 4 temps. Et l'hypothèse que tout se fait en temps zéro, elle est justifiée, comme pour les circuits, par le fait que les calculs qu'on fait ne vont jamais se marcher dessus dans le temps. On ne va jamais commencer un calcul, une réaction, tant qu'on n'a pas fini la précédente. Donc ça, on sait garantir ça. On sait même le garantir exactement les temps de calcul les pires. Et voilà. Et puis c'est devenu, c'est ce qu'on appelle les instants épais. Vous avez des instants sans épaisseur dans les maths et des instants épais dans la réalisation. C'est ça qu'on a dans les circuits. Instants épais, les électroniciens. Instants sans épaisseur, les informaticiens. Et notre boulot, ça a été d'établir la relation exacte entre ces deux choses. Alors tout ça est tout à fait sérieux. Par exemple, tous les Airbus sont programmés depuis longtemps, et maintenant la plupart des avions du monde et des trains et des systèmes de haute sécurité, on a créé une société qui fait ça, Sterel Technologies. Je vous explique pourquoi je l'ai créé. J'ai vendu ma technologie à Synopsys, qui est une petite start-up de Berkeley qui fait $1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai demandé, le vice-président pour la technologie m'a invité à dîner, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses des Français? Il m'a dit, oh, on les adore, ils sont vachement bons en maths, ils travaillent bien, ils programment super bien, et puis ce n'est pas des concurrents. Ça, c'est l'état de l'Europe qu'il venait de dire. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que sont programmés les Airbus. Vous voyez, ce n'est pas la même syntaxe, mais c'est le même intérieur. C'est comme ça que sont programmés tous les avions dans lesquels vous montez. Pratiquement tout le code embarqué dans les Airbus. Le code de pilotage, c'est des centaines de milliers de lignes de code, rien que pour bouger des ailerons. C'est sérieux. Voilà, donc dans l'Airbus A320, par exemple, c'est pratiquement tout. Alors, cette théorie est compliquée parce qu'elle demande la résolution de paradoxes, évidemment illustrés parfaitement par Gay-Luc. C'est que quand tout est instantané, on peut faire ce que fait le chat, être devant un plan de Levallois-Perret, lire « vous êtes ici » et dire « les nouvelles vont vite ». Ce qui est peut-être un des plus beaux dessins de Gay-Luc, un des plus extraordinaires. Eh bien, je dirais que 10 ans de ma vie ont été consacrés à faire la théorie qui donne du sens à cette phrase. Ou plutôt qui montre que cette phrase n'a pas de sens. Par contre, Gay-Luc en a écrit une autre. Gay-Luc est vraiment un grand artiste. Il en a écrit une autre, et un grand scientifique, que j'aime beaucoup aussi, qui est l'homme qui a inventé l'écriture a inventé la lecture tout de suite après. Ça, c'est exceptionnel, et ça, c'est causal. Donc, tout notre boulot, ça a été de faire la théorie mathématique exacte de la différence entre ça et ça. Et, bon, on a un théorème assez fantastique là-dessus, sur Hamlet, mais je ne vais pas vous le raconter, sauf si vous me posez des questions. Regardons maintenant la simulation des phénomènes temporels. Là, on change de sujet, on passe en physique. Ben, le temps, en physique, il est partout, dans les phénomènes physiques. Okay ? Et les phénomènes physiques, comme je disais, l'explosion d'une supernova, on ne peut pas la faire dans le labo, ils n'ont pas les budgets, pourtant ils ont des budgets. On est très content qu'ils n'aient pas les budgets pour ça. Et donc il faut le faire en simulation. Donc on le fait en simulation. Alors la simulation, voilà, c'est là qu'il y a un transparent qui a brusquement voyagé d'un coup de souris malencontreux, que je vais vous repasser, parce qu'il est très important sur le temps. Voilà, c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là, il va arriver. Voilà, c'est celui-là. Il est là. Au fond, la simulation, c'est quoi? Eh bien, c'est remplacer la matière et l'énergie par la seule information. Dans la science, il y a matière, énergie, onde. Ça, c'est la science du XXe siècle. Et maintenant, la science, il y a matière, énergie, onde, information. Donc, simuler un phénomène, c'est de travailler avec la seule information. C'est aussi vrai de la simulation en maths, ou des équations de maths. Une équation de maths, il n'y a que de l'information. Remplacer les lois de la nature par des algorithmes, c'est exactement ce que fait un simulateur. Remplacer surtout le temps physique par un autre temps, le temps de calcul. Ah oui, il faut quand même payer du temps pour calculer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des simulations très rapides de phénomènes lents. J'ai des très beaux films de Françoise Combe, qui est une professeure au Collège de France, sur les collisions de galaxies. Alors, il vaut mieux pas faire ça en temps réel, les collisions de galaxies, c'est un peu lent. Vous pouvez simuler lentement des phénomènes extrêmement rapides, et ça, c'est massif en biologie. Comment les protéines se replient, c'est la clé de la vie. C'est le repliement et les vibrations des protéines qui font vraiment tout le boulot dans les cellules. C'est un problème horriblement dur.
que vous pouvez abonner votre ordinateur. Avant, il y avait SETI at Home qui recherchait les extraterrestres. Maintenant, il y a Folding at Home. Vous pouvez dire votre ordinateur, je le mets au service du repliement des protéines. Et quand vous ne faites rien, on va replier des protéines à l'intérieur. Ou bien vous pouvez faire de la simulation en temps réel. Et ça, c'est des avions, la simulateur d'avion. Et bientôt, les auto-écoles. Hein, on en fait beaucoup. Donc, un simulateur, ça joue avec le temps. C'est ça son boulot. Alors, il y a un truc très important qui est la clé de la force de l'informatique. Donc c'est ça que je développe dans tout mon bouquin. Il faut de la matière et de l'énergie pour faire un simulateur. Mais ce sont les mêmes, quelle que soit la chose qu'on simule. Que ce soit des avions, l'astronomie, des protéines. Il n'y a aucune différence entre l'appareil de simulation. Et ça, c'est l'énorme différence avec la physique. En physique, les appareils ne sont pas les mêmes pour les expériences. Grâce à Turing, en particulier, les appareils informatiques sont tous les mêmes pour tout ce qu'on fait. Vous pouvez faire une simulation astronomie sur votre téléphone si vous voulez. D'ailleurs, ce n'est pas idiot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Seulement, le problème, c'est que la simulation, ça pose les mêmes problèmes que ce que je disais pour l'STRL, le temps, l'instantanéité, la durée. Et ça, on va le voir dans un autre exemple qui est les systèmes de simulation industrielle. Donc là, vous êtes dans un système qui s'appelle Simulink, mais il y en a plein d'autres, qui est la simulation mécanique utilisée pour les voitures, les avions et tout. C'est le premier programme professionnel au monde. Et là, vous allez simuler simplement des équations toutes simples qui sont le mouvement des boules. Je ne vous dis pas les équations, mais ça vous dit, je lance cette boule, celle-là au début elle ne bouge pas, puis là il y a un mur, je lance cette boule, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, c'est assez simple, hein. Elle va, non, elle va, pourquoi ça ne marche pas ça? Ah, mais non, il n'est pas simulé. Bon, il ne simule pas. Alors normalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller là, tac, elle va taper dans celle-là, comme celle-là a exactement la même masse, elle va rebondir et elle va rechasser l'autre. C'est ça qu'on a envie de simuler. Mais il y a un problème de temps. Il y a un problème de temps, ça marche très bien si vous faites ça, mais si jamais vous dites à votre système, et je fais la même chose, mais avec cette boule qui est déjà collée au mur, vous avez un problème sérieux. C'est que cette boule va taper dans celle-là. Celle-là va donc partir. Mais elle va partir sans bouger, puisqu'elle ne peut pas bouger, il y a le mur. On est en mécanique newtonienne. Hein. Elle ne peut pas bouger, il y a le mur. Donc elle va rebondir sur le mur en temps zéro sans bouger. En STRL, on sait très bien faire ça. Mais eux, ils ne savent pas. Donc ils disent, ouais, on va prendre un temps epsilon. Bon, alors en epsilon, ça va rebondir sur le mur. Bon, alors un epsilon après, elle va retoucher l'autre boule. Et la relancer. D'accord? Donc en fait, vous avez 5 choses en même temps. Un choc, un rebond sur le mur, un choc, un redémarrage. OK. Très bien. Alors si vous donnez ça à un outil du commerce, vous pouvez très bien avoir ça comme résultat. Parce que simplement, ils n'ont pas compris la différence entre le temps zéro et le temps pas zéro. Ils essayent de faire des approximations qui ne sont pas très bien comprises. D'ailleurs, le système est tout à fait honnête. Il vous dit « Oh, je ne suis pas du tout sûr de ce qui va se passer. » Ah, voilà. Alors, il y a une équipe à Normal Sup qui a fait ce qu'il fallait en utilisant nos techniques, enfin, c'est les gens qui bossent avec nous depuis longtemps, pour garantir, à l'aide de très jolies mathématiques et de très jolies informatiques, pour garantir que ce qui va se passer, c'est effectivement ce qu'il faut. Ça, c'est dur, et c'est dans aucun système industriel à l'heure actuelle, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir un avion qui passe à travers la piste sur un simulateur si vous avez trop d'événements qui arrivent en même temps. Alors, on va finir par la musique. Évidemment, les musiciens sont les maîtres du temps. Vous me donnez un petit peu de temps pour la musique, c'est pas fatigant ça, mais c'est vraiment intéressant. Alors, la musique, le temps est partout. Il y en a plein des temps. Il y a le temps de la mesure, mais il y a aussi les organisations temporelles des thèmes, des ornementations. C'est un temps imbriqué à l'intérieur qui ne se note pas pareil. Vous avez une noire, puis vous mettez un triolet dessus, ou un mordant, ou des choses comme ça. Vous avez le temps des répétitions de thèmes eux-mêmes, dans une sonate par exemple, qui sont parfaitement codifiées. Et puis vous avez des œuvres beaucoup plus ambitieuses, comme une qui a vraiment changé le cours de la musique, qui est les symphonies, c'est au pluriel, désolé, il y a un bug là, les symphonies d'instruments à vent de Stravinsky. En fait, dans ces symphonies, c'est tout à fait extraordinaire comme œuvre, vous avez en fait 3 temps, ici, 3 rythmes, 3 tempi, pas des rythmes, 3 tempi. Vous avez le rouge qui est 64, celui-là qui est 96 et celui-là qui est 128. Et il va y avoir, et ça c'est l'audiogramme, donc c'est
simplement l'enregistrement de la musique. Et on voit qu'ici, c'est coupé en phases. Donc ici, vous avez des alternances de thèmes. Vous avez 3 thèmes qui vont revenir avec une logique temporelle qui est assez compliquée, mais qui vont être séparés par d'autres thèmes qui vont fabriquer des imbrications entre cette échelle de temps rouge qui est elle-même subdivisée, cette échelle de temps jaune qui est elle-même subdivisée, et cette échelle de temps bleu beaucoup plus rapide qui apparaît que là et là. Et donc, ça, à écouter, ça produit des effets tout à fait intéressants, mais qui sont conçus par le compositeur, hein, et qui sont joués par les instrumentistes. Les instrumentistes, à l'heure actuelle, peuvent faire des choses absolument inimaginables. Là, j'ai écouté hier un ami qui s'appelle Philippe Manoury, qui est le grand compositeur contemporain actuel, mais qui fait surtout de la musique parfaitement audible, ce qui n'est pas garanti, et qui a fait un morceau qui s'appelle Saccade pour flûte, qui est sur le web. Le concert a été fait cet été. Le flûtiste est simplement un extraterrestre, c'est absolument clair. Et temporellement, c'est assez fantastique. C'est un grand maître du temps. Donc, vous voyez, vous avez ça. Et ça, c'est la partition. C'est dans la partition. Donc, ça a été écrit. Alors, la notion de partition, elle est très bizarre. Vous avez ici Bach. Donc, Bach sur une partition, ben, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'indication de temps, pas d'indication d'articulation, pas d'indication d'ornementation, même pas d'indication d'instrumentation. Ça ne fait pas de si longtemps qu'on savait écrire des partitions un peu proprement. Hein. C'est arrivé avant, mais vous voyez, il n'y a aucun détail. Il y a juste des noirs, des croches, des doubles croches, des dièses et des bémols. C'est strictement tout. Bach, c'est comme ça. Bon, après, les gens ont rajouté des choses sur les partitions, mais elles n'y étaient pas originellement. Alors ça demande une connaissance orale absolument considérable. Quand on veut faire de la musique sur ordinateur, la connaissance orale d'un ordinateur est quand même relativement limitée, donc ça va nous poser des problèmes. On s'intéresse, nous, beaucoup à la musique mixte homme-ordinateur. Si vous allez plus tard, vous allez au post-romantisme, vous allez à Mahler, par exemple, là, ça devient vraiment beaucoup plus sérieux. Vous avez des choses marquées. Sehr langsam, c'est super précis. Hein. Molto ritenuto, a tempo, modo adagio, d'accord ? Après, espressivo, Seckenball, etc., sehr langsam, subito, piano, piano, subito. Vous voyez, ça demande encore plus de connaissances orales. Ça veut dire que la musique est encore plus spécifiée qu'avant. Celle de Bach, vous pouvez en faire ce que vous voulez, elle est extrêmement malléable. Celle-là, pas. Beaucoup moins. Encore que vous écoutez Klemperer d'un côté et d'autre, ben, le disque est 2 fois plus long avec Klemperer. Hein. Et j'ai par exemple une cinquième de Beethoven, 2 cinquièmes de Beethoven par Furtwängler, il y en a une qui fait une face. Il a attaqué à une vitesse démente et il a terminé 2 fois plus vite. C'est extraordinaire à Berlin. Alors après, le problème, c'est qu'avec Mahler et toute cette génération, on est arrivé à une espèce de fin de la musique romantique et post-romantique. Personne n'avait d'imagination assez forte pour dépasser ces gens-là. Et Wagner, il a fallu qu'ils inventent autre chose. Et sont arrivés les ordinateurs et les moyens électroniques, disons, au début. Et donc, les gens se sont dit, mais maintenant qu'on a un moyen électronique, on peut faire beaucoup plus de sons. Les premiers instruments électroniques, c'est les ondes Martenot. Vous en avez ici au Musée de la musique, qui est prodigieux, hein, j'espère que vous le connaissez. Les ondes Martenot, c'est 1925 à peu près, hein, et ça faisait des sons assez sinusoïdaux. Mais voilà, Messiaen a composé pour elle. Et donc, vous avez ici une partition, par exemple, de musique contemporaine de Stockhausen, Contact, qui est un événement dans l'histoire de la musique pour ceux qui connaissent. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas de notation. Donc, il faisait des notations à lui pour chaque partition. Ce qui pose d'énormes problèmes, parce que comme il n'est plus là, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passait. Alors, maintenant, on ne sait plus comment faire. On travaille sur ce problème. Avec les ordinateurs, on peut tout faire. Tous les sons, tous les enchaînements de sons, entièrement spatialisés, on peut tout faire. On peut spatialiser le son, on peut mettre exactement les instruments où on veut dans l'espace, ou pas d'instruments du tout. Manoury, par exemple, utilise des toupies sonores qui se baladent dans l'espace, qui sont absolument sidérantes. On sait tout faire, on sait calculer. Alors ça occupe. Hein. J'ai vu un concert à la Philharmonie d'une très bonne compositrice, concert qui durait 1h10, et dans lequel il y avait 6 orchestres, 6 formations dans la salle, et le son était entièrement en 3 dimensions. Et calculer du son en 3 dimensions, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de haut-parleurs, il y en avait 80, il vaut mieux en avoir 300-400.
Et ça veut dire qu'aucun haut-parleur n'envoie la musique. Ce sont les interférences entre les haut-parleurs qui transmettent la musique au spectateur. C'est des maths magnifiques, ça marche très bien, il y a une pile d'ordinateur comme ça qui calcule, et c'est nickel. Bon, alors les partitions, on ne sait plus les faire. Alors, il y a quand même des nouveautés qui sont apparues. Une partition comme Contact, à l'époque, c'était fait avec un magnétophone et des humains. Mais le magnétophone, c'est un humour musical et un sens musical assez limité. Hein, la bande, elle va. Un musicien, l'expression du musicien, c'est de varier les tempos, les moments d'attaque, les tempi, les articulations. C'est comme ça que ça joue un musicien. Si vous prenez du baroque et vous jouez comme un ordinateur, ça n'a aucun intérêt. La musique n'est jamais sur le temps. Jamais. Et les jazzmen, évidemment, c'est pire. Ils jouent à fond du temps, hors du temps. Ils vont faire par exemple, en musique indienne, c'est extraordinaire. Vous voyez les concerts de musique indienne, les spectateurs qui sont très très férus, ils sont là. Donc il y a quelqu'un qui commence un solo complètement apparemment dans lequel il n'y a aucun temps, qui dure super longtemps, et tout d'un coup, vous voyez toute la salle qui fait tac en même temps, comme ça. Bon, c'est une autre culture. Alors, cette musique était jouée sans aucun humour, sans aucun sens musical. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui. Il y a une invention géniale qui s'appelle Antescopho, que vous avez maintenant sur vos tablettes, si vous voulez, qui fait la chose suivante. 20e siècle, ici, vous aviez un quatuor, une partition, et puis ensuite, on a rajouté des choses électroniques parce que ça peut fabriquer des sons qu'aucun humain ne peut faire et qu'aucun instrument ne sait faire, et il y a eu des choses merveilleuses faites avec ça. C'est très bien, mais c'est one way, c'est-à-dire que l'électronique, elle est rigide. Donc Antescopho dérigidifie l'électronique et met l'électronique au service des hommes au lieu que ce soit l'inverse. Donc ce que fait Antescopho, c'est écouter, par exemple, le premier violon, qui en général est celui qui dirige le tempi dans une formation. Il écoute le premier violon et en temps réel, grâce à des algorithmes extrêmement malins, en temps réel, détecte toutes les notes de la partition, il faut qu'une partition, toujours la partition, détecte toutes les notes de la partition, calcule en temps réel, estime en permanence le tempo, et va adapter la musique électronique, ou d'ailleurs enregistrée, au tempo. Alors, par exemple, moi je joue de la flûte baroque, et je n'ai pas de clavecin, parce que les clavecinistes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Ben maintenant, dans mon iPad, j'ai mon clavecin. Et je joue, quand je travaille un morceau, je le joue lentement. Mon clavecin joue lentement, à ma vitesse. Je joue vite, j'accélère, je prends de la maîtrise, mon clavecin joue comme il faut. Ça va beaucoup plus loin, il commence à enregistrer des partitions, par exemple, d'orchestre, de concerto pour piano. Donc vous avez le concerto pour piano, vous jouez du piano, vous voulez jouer un concerto de Mozart, vous avez l'orchestre de Londres qui a enregistré la partition, et vous jouez votre concerto doucement, l'orchestre de Londres joue doucement, comme vous. Si vous accélérez, il accélère, en gardant tout son timbre, toute la hauteur des sons, tout est inchangé. Ça, c'est magique. Hein. C'est très, très difficile à l'intérieur, mais à utiliser, il n'y a pas mieux. Hein. Alors, ce système, c'était un jeune thésard, et l'année d'après, il était en concert dans le monde entier. Et maintenant, on ne compte plus, il n'y a plus de concerts qui ne l'utilisent pas. Ça s'appelle Antescopho. Et en plus, dedans, on a inventé un langage algorithmique qui est en fait une variante d'STRL que je vous ai montré avant, qui permet de composer la musique. Ce qui fait qu'en fait, il y a un truc très rigolo, c'est que faire voler un avion ou composer de la musique, scientifiquement, c'est le même problème. Ça, c'est pas évident. Bien. Alors, c'est un peu compliqué, Antescopho, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand le tempo bouge de rattraper le tempo? C'est déjà comme ça pour les hommes. Vous voyez, vous attendez une note à ce moment-là, puis en fait, elle arrive là. Donc voilà, deux courbes de rattrapage possibles. Une brutale, la verte, vous allez repartir de ce point-là, et une beaucoup plus molle, la rouge, où vous allez essayer de rattraper progressivement. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de l'audition, donc c'est paramétrable dans le système. Et puis vous pouvez donner par exemple des points de synchronisation, c'est ce qu'en font les jazzmen. Il dit on a un chorus, hein, nombre connu de mesure, et on est libre pendant tout le trajet, mais à la fin, il faut qu'on se retrouve pile. Ça, c'est classique en musique. Donc, on peut dire ça au système, et le système va réajuster son temps dynamiquement pour arriver en même temps que le musicien sur la note de synchronisation. Tout ça, c'est spécifié par le compositeur en langage informatique, et on cherche à faire mieux que ça. Alors, autre sujet, la co-improvisation en ordinateur, et je vais terminer par ça. L'idée ici est que là, j'étais dans la musique composée, partition, là, je suis dans la musique improvisée.
Et donc, improviser de la musique, on a quelqu'un qui joue une improvisation. Cette improvisation a une structure. C'est pas une improvisation, c'est pas au hasard. Il y a là une structure, des motifs, des répétitions, des thèmes sous-jacents, etc. Donc là, le système va analyser en temps réel cette structure et comprendre les probabilités d'échange que utilise le musicien entre les différents éléments de la structure et rejouer des choses différemment avec la même structure. Donc je vais vous passer un petit concert. Alors là, j'ai fait un colloque là-dessus qui est sur le web, enfin un exposé dans un colloque, d'autres exposés dans un colloque, mais je vous passe ici un petit film de Bernard Lubat, qui est un pianiste et chanteur tout extraordinaire. Donc il va faire un morceau de scat qui va être ensuite réinterprété par l'ordinateur qui a disséqué la façon dont il venait de chanter. Il n'y avait pas de travail préalable. C'est l'ordinateur. C'est une improvisation en duo. Il y Bon, vous avez compris le principe, il y en a beaucoup sur Internet, ça s'appelle Improtech. Ça a été fait en particulier par un jeune thésard qui est ici. Il est au clavier et il est au clavier pour surveiller que ça ne se met pas en boucle trop simple. De temps en temps, il le fait sauter. S'il trouve qu'il devient un peu répétitif, il le fait sauter. Ça s'améliore. Et derrière, vous avez la batterie. Et en fait, le système Antescofo servait à garder le rythme sur l'improvisation avec les deux systèmes étaient couplés. Donc ça, c'est à l'IRCAM, qui est le plus grand labo de recherche en musique au monde, en informatique musicale au monde, par musique. Et voilà la structure qui est construite par la machine qui écoute. Vous voyez, ça, c'est la flèche du temps, pour le coup. Et là, ce sont les motifs qui se répètent. Et on va calculer en temps réel, avec des algorithmes qui ressemblent à ceux de l'analyse du génome, on va calculer en temps réel les répétitions de motifs et ensuite se promener dedans de façon probabiliste. Et c'est comme ça et évidemment, le son que vous entendez, c'est des morceaux de la voix du chanteur qui sont réassemblés en temps réel, à toute allure. Ce n'est pas une voix synthétique, hein, c'est vraiment la voix du chanteur. Donc c'est à ça qu'on s'amuse et c'est quand même assez rigolo. Alors voilà. Donc en conclusion, voilà, donc le temps, c'est toujours un profond mystère en physique, en tout ce qu'on veut. La seule façon d'en parler correctement maintenant, c'est le couple physique-informatique, qui deviennent très liés. La recherche française, à peu près tout ce que je vous ai raconté a été inventé en France, mais maintenant c'est répandu un peu partout. Les applications, il y en a partout. Voilà, je vous remercie pour votre invitation. Et je voudrais simplement terminer par une phrase de Pierre Desproges, que m'a rappelé opportunément le président de l'Académie des sciences. Tout chercheur plongé dans la science subit une passée de bas en haut susceptible de lui remonter le moral, qui est quand même une des grandes phrases qu'aurait pu dire Gueluc. Et Gueluc connaissait bien son Desproges. Et l'inverse de ce que je vous ai raconté, c'est une très grande phrase d'Edgar Faure, qui est « L'immobilisme avance vers nous à grands pas et nous ne savons pas comment l'arrêter ». C'est ça qu'il faut éviter. Voilà.